Quoi, Sophie-Claude? Bonjour, quoi? En deuxième partie, on reçoit Nina Segalowitz qui va nous parler des micros ouverts qui vont se tenir aujourd'hui et demain à la Place des Arts. Mais pour commencer, on a l'extrême honneur de recevoir en studio, en plus c'est pas tout le temps qu'on reçoit des gens en studio, l'auteur, chef d'antenne, journaliste d'enquête, Inou, Michel Jean, pour son livre « Chimique ». Est-ce que je prononce bien? En fait, Ouais. En fait, on prononce Chimique. Chimique. Oh. Alors, c'est Elisabeth Isaac qui me dit, c'est comme des Arabes. Chimique. Chimique. Ils mettent l'accent, c'est Chimique et non pas Chimique. Mais c'est tout ce que je connais de Linux, c'est tout ce que je parle pas, évidemment. C'est un livre qui nous amène, on a une petite note de l'auteur à la fin du livre sur le drame que les Inuits ont eu à vivre pour les forcer à les sédentariser, soit le meurtre de leur chien. Puis on passe pas tant de chapitres sur le meurtre en tant que tel des chiens, mais on comprend bien justement l'importance que les Chimiques peuvent avoir dans la vie ou pouvaient avoir dans la vie des Inuits. C'était quoi la volonté derrière ce livre-là? C'était d'expliquer un phénomène social, quelque chose, une grande souffrance que des peuples autochtones avaient vécu, qu'on connaissait mal, ou l'histoire a inspiré finalement une autre histoire? En fait, oui. C'est que l'objectif, moi, j'ai un peu tanné d'entendre les gens souvent dire au Québec, tu sais, les problèmes des Autochtones, c'est toujours les Anglais. Parce que c'est les Anglais qui ont fait... Puis je t'ai déjà entendu parler du mythe du bon colon anglais. Ouais. Tu sais, du bon colon français. Français, oui, excuse-moi, oui. Exactement. Et donc, c'est les pensionnats, Pour un ancien du PQ, je l'ai souvent entendu, ça. Exactement. Ben oui, c'est populaire dans les franges nationalistes. Et donc, c'est Ottawa qui a fait les pensionnats, qui a fait la loi sur les Indiens, puis la culture francophone est plus ouverte aux Autochtones. Tu sais, c'est les francophones. On a entendu plusieurs personnes dire ça, mais moi, je leur dis toujours, oui, mais les Inuits. Parce que les Inuits, ils sont pas soumis à la loi sur les Indiens. En effet. Les Inuits, ils sont des citoyens du Québec comme les autres, parce que quand la loi sur les Indiens, ils l'ont créée à la fin du 19e siècle, et personne ne s'occupait d'eux encore là-bas. Ils sont des Indiens selon l'arrêt Esquimau, selon la Constitution, mais ils sont pas des Indiens selon la loi sur les Indiens. Et voilà, donc ils n'ont aucun droit de territoire, puis ils n'ont aucun droit. Et pendant longtemps, Ottawa et Québec se lançaient la balle en disant, occupez-vous des Indiens. Ottawa disait, c'est du monde qui reste chez vous, puis Québec, non, c'est des Autochtones. Mm-hmm. C'est juste quand il y a eu la baie James que Québec s'est dit, hey, le Nord, ça nous intéresse finalement. Ça peut être payant. Et voilà, et donc, qu'ils ont été sédentarisés de force. Ils ont été sédentarisés, puis les autres, ils ne restaient pas dans les villages qu'on leur a donnés pour des raisons bien évidentes. Et pour les empêcher de partir, en fait, il y a quelqu'un quelque part qui a eu l'idée de tuer les chiens. Et c'est un drame qui est un traumatisme important, et c'est comme pour nous, les Premières Nations, les pensionnats, même s'ils ont connu un peu l'équivalent des pensionnats, c'est leur trauma principal, et je voulais que les gens connaissent cette histoire-là. C'est quelque chose que j'ai appris dans ton livre. C'était des policiers de la Sûreté du Québec qui allaient tuer. Il y avait les deux, il y avait la GRC. Et... Moi, j'avais tout le temps pensé que c'était de la faute de la GRC. Ben oui, on nous a toujours dit que c'est les Anglais. Ouais. Et c'est Ottawa, mais il y avait des policiers de la GRC. Et d'ailleurs, le gouvernement du Québec a présenté des excuses en même temps que le gouvernement canadien aussi, c'était Charest à l'époque, qui l'ont fait. Donc, les deux gouvernements ont reconnu leur tort. Mais même encore, malgré ça, aujourd'hui, quand on parle dans la population en général, les gens connaissent peu cet épisode. Et c'est pas arrivé en 1800, là. C'était dans les années 1900 jusqu'à 1970. Donc, c'est quelque chose un passé récent qui, pour moi, était important. On suit deux personnages dans ton livre. Le personnage d'Ève, qui est une jeune avocate qu'on finit par découvrir que c'est finalement certaines origines, et donc un autre personnage qui est une femme qui a vécu avec les Chimiques. Il y a Sulu et Ulayo qui sont des jeunes Inuits qui tombent en amour, vivent sur le territoire, parcourent le territoire. Et en parallèle à ça, donc, il y a l'histoire d'Ève, qui est cette jeune avocate à qui on donne le mandat de défendre un meurtrier en Syrie qui est Inuk. Ouais. Et les policiers, on se rend compte que les victimes, c'est des policiers à la retraite de la Sûreté du Québec. Et les deux histoires vont en parallèle. Ça me permettait, dans le fond, à travers l'histoire de Ulayo Kisolu, le couple,
de montrer le mode de vie, le territoire aussi des Inuits, comment sent le vent, on sent le froid qui nous prend. La beauté, la dureté. La dureté, les tremblements des caribous. C'est ça. Je veux vraiment que les gens apprécient parce que pour qu'on comprenne la perte, il faut qu'on comprenne ce que ça représentait. Et en même temps, je ne voulais pas faire un roman qui était sur 60 ans avec 600 pages. J'avais le goût de raconter ce qui s'est passé et la conséquence. Donc, avec Ève, on est transporté plus tard et on voit ce que ça a donné. Puis en même temps, j'avais pas envie de tuer des chiens pendant 200 pages, tu sais, parce que... fait qu'il n'y en a pas beaucoup de ça dans le roman, tu sais, parce que moi, je suis le genre de gars qui regarde un film à la TV, ils peuvent tuer 200 personnes, mais il faut que le chien soit OK. Oui, parce que tu as des chiens toi aussi. Oui, c'est ça. Parce que où on parle des chiens vraiment, puis qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette tragédie-là, c'est 2 ou 3 chapitres maximum. C'est ça, mais on voit quand même beaucoup avec Ève et le personnage du meurtrier, quelles ont été les conséquences de ça. Ouais. Pour moi, ça, c'est important aussi, de montrer c'est quoi les conséquences. Donc, quand tu vois avant, après, je pense que le contraste entre les deux est assez fort pour qu'on ait besoin d'expliquer exactement. Puis en même temps, dans la première partie, j'explique beaucoup l'importance que les chiens ont dans la vie courante, sans jamais essayer que ce soit didactique. C'est-à-dire qu'on les suit, puis on voit, dans le fond, à quoi ça sert, pourquoi un chien est aussi important pour aller à la chasse, ouais. Pour se transporter, ouais. Pour se protéger aussi. Ben oui. Parce qu'il y a des grands dangers dans le Nord. Ben oui, parce que s'il y a des ours polaires qui attaquent, les chiens, ils sont prêts à mourir, la meute au complet, là, pour se défendre. Parce qu'eux autres, ils sont tous ensemble. C'est des loups. Donc, si on est perdu dans la tempête, là, un chien, là, c'est comme nez rouge, hein, ça te ramène à la maison, puis il n'y en a pas de problème. Puis se nourrir, c'est que souvent, les Inuits, ils vivaient beaucoup du phoque. Ouais. Parce que nous, on est des peuples de forêt. Hein, donc, on comprend bien comment... C'est ça, tu sais, nous, on est la forêt, tu sais, mais eux, il n'y a pas d'arbres, donc ils vivent du phoque. Puis quand la glace prend l'hiver, il n'y a plus de baleines, il n'y a plus de ça. Mais les phoques, eux, ils restent là, puis pour survivre, ils se créent des trous de respiration. Puis quand la glace vient épaisse, ça peut avoir 3-4 pieds d'épais, ça a du son, mais c'est comme des tunnels, si on veut, des cylindres. Mais on ne le voit pas à la surface, le trou, parce que le phoque entretient le trou, mais il laisse toujours comme une cachette de neige en haut. Fait que quand tu marches, tu vois rien. Mais le chien, lui, avec l'odorat, repère les trous, puis les identifie, puis il s'arrête en avant. Puis quand le phoque vient respirer, parce qu'il y en a plusieurs, le phoque, il ne viendra pas nécessairement, mais tu l'attends, il monte, puis là, ça fait une pression dans le cylindre, puis ils mettent une plume, par exemple, sur le dessus. Fait que l'air qui monte fait bouger la plume, et là, le chasseur sait qu'il y a un phoque. Mais c'est grâce au chien qu'il l'a trouvé. Exactement, il n'est pas capable de le trouver. Donc, sans phoque, il n'y a pas de survie pour les humains. Sans chien, il n'y a pas de survie pour les humains dans le Nord. On parle de ces grands territoires-là, d'un Inuk qui choisit le territoire plutôt que la mer aussi. Oui, à l'intérieur des terres. À l'intérieur des terres. Parce que je voulais aussi montrer que ce territoire-là, les Inuits, ils vont à l'intérieur des terres, mais pas tant que ça quand même. Ouais. Ils vivent vraiment sur la côte. Mais il y en a qui allent à l'intérieur des terres. Puis lui, c'est un personnage qui est un peu... Tu sais, il est un peu fantasque quand même. Elle, Solu, c'est raisonnable. Oui, raisonnable. Exactement. Lui, il est un peu rêveur. Elle a grandi dans un village. Oui, exactement. Lui, on ne sait pas trop. Mais en même temps, on se rend compte qu'il est raisonnable aussi parce que quand il va à l'intérieur des terres, il va dans un endroit où il va réaliser qu'il y a de la nourriture, même si on est à l'intérieur des terres, c'est pas comme juste au milieu. Et ça permettait aussi d'explorer ce territoire-là parce que je trouve que c'est un territoire qui est magnifique, puis deux, c'est un territoire qui est très différent de celui des Inuits. Mm-hmm. Et donc, des Premières Nations aussi. Puis le rapport au territoire est différent. Puis j'aimais ça pouvoir parler du rapport qu'ils ont avec le territoire et tout ça. Moi, je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup voyager. Tu décris bien les paysages. Moi, j'ai beaucoup aimé juste la cueillette de moules aussi, où est-ce qu'ils vont à la marée basse et tout. Je me sentais vraiment sous la banquise. Là. Je trouvais ça vraiment... Ça montre leur débrouillardise aussi, l'adaptation et la connaissance qu'ils ont du territoire. Parce qu'ils savent qu'il y a des endroits où, quand la marée sortit, ben, tu sais, en dessous de la glace, là, il ne reste plus d'eau. Fait qu'ils sont capables de descendre sous la glace, ramasser les moules qui sont là, ils leur permettent de les manger. C'est quand tu es dans un territoire, surtout comme celui-là, tu ne peux pas te permettre de gaspiller ou de manquer quelque occasion que ce soit parce que la quête de la nourriture est tout le temps. C'est comme une obsession pour beaucoup des gens. Puis quand on entend les récits des Inuits, c'est la famine, tout ça, il y en a eu beaucoup. Puis moi, j'avais vu des histoires des aînés, pour un Inou, c'était comme un choc, des aînés qui, quand il y avait une famine, même se suicidaient pour laisser la nourriture aux aînés. Ils partaient au loin. Ouais. C'est quand même, tu sais, j'étais là, OK, wow.
Parce que pour les Inuits, la communauté est plus importante que l'individu. Absolument. Encore plus, c'est très présent pour les Premières Nations, mais c'est vraiment une réalité de survie, littéralement, pour les Inuits. Absolument. Je veux dire, vivre, c'est survivre là-bas en même temps, c'est un peu la même chose. Parce que, surtout l'hiver, bon, l'été, ça va, mais l'été est court, mais l'hiver, les opportunités je veux dire, dans un pays balayé par le vent, le froid, si le caribou passe pas, il te reste seulement les phoques. Là. Seulement les phoques, un peu d'omble de fontaine, un peu de la trucs. pêche, ouais, c'est ça. Ils pêchent aussi quand même, là, mais c'est pas tant que ça non plus. Puis même quand tu pêches l'été, j'ai raconté comment ils pêchent avec des pièges qu'ils faisaient. Mm-hmm. Puis ils font des pièges dans l'eau, puis quand la marée baisse, les poissons nagent, puis c'est comme des murailles qu'ils font. Puis quand la marée baisse, les poissons sont prisonnés à l'intérieur de ces cages-là, puis ils vont les ramasser. Je veux dire, il y a aussi comme... C'est le génie quand même des gens là-bas qui ont réussi, ils ont appris des techniques de pêche adaptées. C'est pas un Inuit? Non. Un Inuk, pardon? Parce que ça, tu l'expliques aussi, hein? Oui, c'est ça, dans son livre... Ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Non, c'est ça, c'est le fun que c'est mentionné, qu'on dit vraiment, on dit un Inuk, deux Inuks, avec deux U, et Inuit, c'est pour le pluriel, pour pas trois ou plus. Ouais. Oui, jamais de S. C'est Joséphine Bacon qui m'avait appris ça. Non, je ne suis pas un Inuk. Puis avant d'écrire le livre, en fait, j'en ai parlé avec Mme Watts-Cloutier, qui est une aînée respectée, militante. Je l'avais rencontrée au Festival America. Puis j'ai dit, je voudrais écrire sur le massacre des chiens parce que je trouve que les gens au Québec ne savent pas ça, puis jugent souvent les Inuits. Puis elle m'avait encouragé à le faire parce qu'elle dit, nous, un des problèmes qu'on a avec les francophones, c'est que ils savent pas qu'est-ce qu'on est, puis... Il y a une barrière de langue. En plus, puis ils sont souvent perçus comme des Anglais, alors que c'est pas leur langue naturelle. Ouais. Et donc, j'ai fait ça. Après, j'ai parlé avec une élue de Makivik du projet, puis une fois que le livre a été fait, je l'ai fait lire par Nicolas Pirty-Duplessis, qui est de l'Institut Avatak, qui est un Inuk. Puis j'ai dit, écoute, dis-moi si tu trouves que c'est correct, pas correct, si je suis sur la ligne, à droite, à gauche, si je fais des erreurs, tu viens de Coudjoie-Rapic, le livre, ça passe là. Tu sais, gêne-toi pas. Puis finalement, à part des petits trucs comme ça, ça allait donc. Puis eux, ils sont contents qu'on a fait le livre. Ils m'ont prêté gratuitement les photos qu'on a mis dans le livre aussi, parce que je l'ai comme... C'est pas illustré, ouais, mais c'est pas des belles photos en papier ciré qu'on met dans le milieu. C'est des vieilles photos d'archives où on voit des gens... Avec leurs chiens. Avec leurs chiens. Avec leur rémique. Exactement. Oui, c'est bien imagé. Mais en même temps aussi, quand on regarde pour les gens qui sont plus urbains, comme à Montréal, la population inuit, malheureusement, c'est souvent plutôt les gens qui sont en situation difficile, en situation d'itinérance et tout. Puis c'est que aussi, il y a un rapport au territoire, même à Montréal. Tu sais, on les voit, ils sont assis sur la rue, etc. Dans la communauté, ce serait quelque chose de régulier. Comme moi, dans ma communauté, le monde va au gazebo sur la rue principale. Puis tandis que pour les Québécois, ils vont avoir plutôt leur cour arrière, leur espace personnel. Ils utilisent peut-être moins l'espace public. Donc, d'entrer dans leur réalité comme ça, d'avoir une description vraiment de leur vie puis de leur réalité, surtout pour le public québécois, je pense que c'est vraiment une belle ouverture. Ouais, moi, j'écris d'abord pour les Autochtones parce que je me dis que c'est intéressant que les Autochtones aient leur histoire dans les livres. Parce que moi, à l'école, j'en avais pas des livres où les Autochtones on les voyait, tu sais, à part quand tu nous parlais de la Nouvelle-France, puis on était rarement du bon côté. Puis après ça, pour les non-autochtones, pour qu'ils aient la perspective autochtone de leur propre histoire, parce que c'est quand même l'histoire des gens qui vivent sur ce territoire qu'on partage maintenant. Puis c'est comme en France. En France, les Français, ils sont pas descendants des Gaulois, ils sont descendants des Francs. Les Français, ça vient de là. Puis les Francs sont arrivés à la fin de l'Antiquité, tu sais, avec les Ostrogoths, puis les autres peuples germaniques, ouais. Exactement. Puis bon, mais les Français s'intéressent à ceux qui ont vécu, tu sais, les Francs, les Gaulois, les Romains, la préhistoire, tous ceux qui ont vécu où ils vivent. Nous, au Québec, dans nos cours d'histoire, on apprend juste 1534-1492. Moi, à Mashtoyats, un petit peu moins un peu moins épais, mais pas tant que ça. Non, mais c'est ça, mes grandes filles, je vois leur cours. Je suis encore obligé de faire des... C'est ça. Mais tu sais, à Mashtoyats, ils ont fait, il y a 3 ou 4 ans, la découverte des artefacts, les archéologues sont allés. Ça a permis de découvrir la présence d'une vie permanente sur le site de Mashtoyats depuis 5000 ans. Ça veut dire que ça fait 5000 ans qu'il y a des gens qui vivent là. Minimum. Oui, minimum. C'est ce qu'on a, mais c'est nulle part dans les livres d'histoire. On est avec Michel Jean, on discute de son livre Rémique.
Je le prononce bien, là? Tu parles comme Parfait. un vrai. On va prendre une petite pause musicale, on revient tout de suite après.
Alors, on écoutait Elisapie Isaac en collaboration avec les Westerlies pour sa chanson, une reprise de Wish You Were Here de Pink Floyd qui se nomme Cassie Malorituk. C'est Mon dur, Inuktitut. hein? Oui, je manque de pratique en Inuktitut, mais oui, Elisapie nous fait voyager, puis ça parlait un petit peu d'une histoire d'amour. L'important, c'est qu'on essaye. Oui, c'est essayer, ça, c'est clair que ça fait toute la différence. Michel, il va y avoir le Salon du livre des Premières Nations qui va prendre place à Québec du 16 au 19 novembre. Je présume que tu vas être présent. Oui, absolument. Moi, c'est un devoir, je dirais, d'être là. Puis à chaque année, Louis-Carl Picard-Sioui, qui en est le grand patron, qui est un ami personnel, là, très proche à moi. Oui, je vais être là le samedi et le dimanche. Et puis, je sais que tu es quand même assez généreux avec ton public. Les gens aiment aller à ta rencontre, aiment te lire, aiment t'écouter à la télévision, mais ils aiment beaucoup aller à ta rencontre aussi. Qu'est-ce que ça t'apporte de rencontrer le public comme ça dans des salons de livres? Ben, c'est toujours... Écrire, là, c'est comme on est tout seul. T'sais. Puis moi, ça me prend quand même 2 ans. Tu sais, les gens voient, c'est le fun, mais tu sais, c'est 2 ans à travailler pendant la première année et demie, tout seul. T'sais. Après ça, l'éditeur, les gens qui font le livre avec toi. Là, faut aussi savoir qu'il y a aussi un autre travail au travers de tout ça. Ouais, être chef d'antenne, ça doit pas prendre... Non, c'est ça, mais je veux dire, toute la portion écriture, c'est ailleurs. Je mets les gens au bureau, je leur en parle jamais. Je fais pas lire mes livres par presque personne. Quand le livre sort, après ça, tu as toujours hâte de voir la réaction des gens, comment le public va l'aimer. Et ensuite, moi, je veux dire, quand les gens me parlent de mon livre, j'aime toujours ça. Puis c'est comme, tu vois vraiment comment eux le perçoivent. Parce que toi, c'est comme tu t'habilles d'une certaine manière, tu sais. Ça veut pas dire que les gens le voient de la même manière que toi. Ça te va bien, ça te va pas bien. Tu sais, ta perspective de toi par rapport à toi-même. Puis, alors, c'est toujours un retour que j'aime beaucoup. Puis, je connais pas vraiment beaucoup d'auteurs qui aiment pas aller à la rencontre des lectrices et des lecteurs, pour être franc. Ce qu'on n'aime pas, c'est que souvent, quand tu es dans les salons du livre, contrairement à ce que les gens pensent, tu peux des fois te ramasser tout seul pendant longtemps. T'sais. Moi, ça va mieux maintenant, là, depuis Coco, mais j'ai été longtemps, moi, des fois, une demi-heure ça t'apprend l'humilité. Puis, je me souviens d'avoir été à côté de Renan Angelil au Salon du livre de Montréal. Il y avait un line-up jusqu'en haut, l'autre bord des toilettes, puis moi, j'étais là avec 2 personnes. Je disais, OK, il y a une grosse différence quand même. Non, c'est clair que ça donne une petite leçon d'humilité. On le disait plus tôt, tu es chef d'antenne à TVA et depuis quelques années, quand tu ouvres le bulletin, tu dis « Coué, bonjour », le même nom de notre émission, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux que des fois, tu reçois des messages pas très élogieux par rapport à le fait que tu oses dire le mot de 3 lettres « Coué, bonjour ». Mais je dis pas bonjour, moi je dis « Coué tout le monde ». Bienvenue au TVA Midi. Et... puis il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, qui me disent que je manque de respect aux Québécois parce que je leur parle pas en français, qu'au Québec, les choses doivent se faire en français, puis que c'est pas acceptable. Mais je dis bienvenue au TVA Midi. C'est quand même un mot de bienvenue, il me semble. Là, ça fait... Mais il y a comme des gens qu'un seul mot en langue autochtone, c'est inacceptable. Un seul mot en langue autre que le français est inacceptable. Et moi, j'ai un peu de misère avec ça. Puis quand j'ai commencé à le faire, j'en ai pas parlé à mes patrons. Je sais pas que j'y allais me dire non, mais c'est peut-être que je me dis peut-être qu'on va attendre le bon moment, etc. Puis je suis revenu de Noël, puis j'ai commencé l'émission en le disant. Commencer la nouvelle année comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y aurait peut-être un racisme qui est plus débridé envers les Autochtones ici au Québec? Moi, j'ai cette impression-là. Je pense que c'est plus dur d'être un Autochtone au Québec qu'à l'extérieur du Québec. Mais dans le sens où on a moins peur d'exprimer un certain racisme envers les Autochtones qu'envers d'autres communautés ethnoculturelles. Absolument. Ben oui, moi je pense aussi. Et je pense que les Autochtones ici aussi ont plus peur de s'affirmer. Parce que quand tu vas dans le Canada anglais, je suis toujours surpris à quel point les gens ils s'affirment, puis ils se gênent pas, tandis que nous, on a toujours peur de provoquer une réaction, puis que ça réagisse mal. On se garde une petite gêne très souvent. C'est rare que des Autochtones au Québec vont vraiment, tu sais, comme parler avec fermeté sur des questions, alors que dans le Canada anglais, c'est pas du tout comme ça. Ils sont plus nombreux, ça fait plus longtemps. Nous, on est moins nombreux, ça fait moins longtemps. Mais tu as raison de dire que, à mon avis, c'est plus dur d'être Autochtone au Québec, parce que, tu sais, prends l'exemple de la reconnaissance territoriale avant un événement. Ouais. Ben, je veux dire, partout au Canada, je dis pas que ça a autant de valeur que ça, mais ça se fait facilement. Les gens acceptent ça. Au Québec, tu sais, souvenez-vous quand le Canadien l'a fait il y a 2 ans.
Ça a fait un tollé. C'était pendant une semaine, la nouvelle, c'était ça. Même le premier ministre s'en est mêlé. Non, Montréal n'est pas un territoire non cédé. Exactement. Tu sais, puis pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je pense que le problème, c'est que les Québécois qui se battent depuis longtemps pour leur reconnaissance de leur territoire ont de la difficulté à accepter que ils sont des colonisateurs aussi. Oui, exactement. Tu sais. Puis qu'on les voit, mais c'est parce qu'avant ça, il y avait quand même nous autres. C'est comme si ça venait... Puis ils ont tort de penser comme ça. Mais beaucoup de gens, puis c'est pas tout le monde, mais beaucoup de gens pensent comme ça, malheureusement, je crois. Oui, parce que c'est un peu une façon de se déculpabiliser, là, d'être le bon colon français, comme on parlait plus tôt. Oui, mais les gens disent... les gens disent... je pense qu'en fait, c'est parce que les gens ne sont pas informés. Parce que moi, je le vois avec mes romans. Les gens qui lisent mes romans, souvent, que je reçois presque à chaque jour encore, là, des messages de gens qui me disent toujours « Monsieur Jean, j'ai lu votre livre, j'ai honte, qu'est-ce que je peux faire? » Toujours « merci de me lire d'abord et d'acheter mon livre. Et deuxièmement, vous n'avez pas à avoir honte, vous n'avez rien fait. Ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous faites, là. Vous renseignez, d'être mieux informé. Oui, exactement, puis d'avoir un regard plus riche sur la réalité. T'sais. De vouloir changer cette réalité-là aussi. Et les gens sont assez ouverts, moi, je pense, parce que, tu sais, comme on est rendu à 200 000 copies, Rémic, c'est le roman depuis qui est sorti le plus vendu au Québec. Joe Jagger, qui était sur l'itinérance autochtone, c'est pas un sujet tellement sexy, super bien marché. C'est les Québécois qui l'achètent parce qu'on n'est pas 200 000 autochtones au Québec. Non. Puis les gens aiment l'histoire. Donc, tu sais, c'est juste qu'on leur présente vraiment, puis ils voient les choses. Et aujourd'hui, en ondes, j'ai parlé cette semaine des vétérans autochtones, puis comment les vétérans autochtones avaient pas eu les mêmes bénéfices quand ils sont revenus de la guerre, etc. Puis mon réalisateur, qui était quand même un gars qui était allé à l'université, il me dit « Hey, je savais pas ça, c'est intéressant, Michel, que tu racontes ça. » Alors, souvent, il y a ça qui manque. Les gens ne savent pas. Puis quand ils savent, les Québécois, ils sont ouverts. Tu as dit quelque chose un peu plus tôt, que tu écris en premier pour les Autochtones. Oui. Est-ce que c'est comme devenu une mission? Parce qu'avant, si on regarde les anciens livres, il n'y a pas juste nécessairement des sujets autochtones. Mais il n'y en aura pas tout le temps que des sujets autochtones non plus. C'est pas... Non, parce que je peux écrire sur autre chose, puis je pense que quand on est un auteur autochtone, on peut choisir d'écrire sur... Là, c'est parce que j'ai des sujets dont je veux parler. Rémic, c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur. Puis, mais des fois, j'ai écrit... des romans qui étaient sur d'autres sujets. Mon premier roman, c'est pas en Haïti. Tu sais. Ouais. J'ai écrit un roman, c'est vraiment un roman intime, mais sur l'amour. Est-ce qu'on a un petit scoop sur le sujet du prochain roman? Je pense qu'on va parler des femmes autochtones assassinées et disparues. Puis du fait que... J'ai fait une entrevue cette semaine encore là-dessus. Puis ça considérait une femme. Puis les gens me disaient « Ah, c'est juste dans l'Ouest. » Ben non, c'est pas juste dans l'Ouest. Non, on en a parlé on en parle à l'émission encore aujourd'hui. On va en parler. Là. C'est une réalité bien montréalaise aussi. Il y a une Johnny Nook de 15 ans qui est disparue. Là. Il y a un avis de recherche là, pour elle en ce moment. Ça brise le cœur à chaque fois. C'était vraiment un plaisir. Plaisir partagé, les amis. De t'avoir en studio. C'est un plaisir de lire ton livre. Check Smitten. Smitten, les amis. Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller. Alors, Alexis, notre prochaine invitée, c'est la grande Nina Segalowitz, une chanteuse de gorge inuit qui fait ça depuis plus de 25 ans. Elle est impliquée dans l'ensemble de musique du monde Octo-Echo. Et puis là, elle a l'honneur d'être la porte-parole de la 3e édition de l'événement Micro ouvert autochtone qui a lieu à la Place des Arts le 11 et 12 novembre, qui est gratuit aussi. Oui, j'ai vu ça. Ça a l'air super intéressant. Petite anecdote que je me dois de raconter avec Nina. Nina Kwai. Bonjour. L'année passée, je suis allé à votre spectacle avec ma conjointe, mes enfants et ma petite. C'était elle qui disait tout le temps encore au spectacle à Longueuil. Encore! Oh, c'est génial! Oui, elle avait adoré, puis elle adore votre musique. Moi aussi, là, mais ma petite, c'est une de... C'est une groupie exceptionnelle. Ouais, c'est une groupie exceptionnelle. Ça vient du cœur, elle est tellement adorable. Oui, Nina, c'est toujours un plaisir de te parler. Oui, moi aussi, merci de m'avoir
invitée pour votre show aujourd'hui. Ben, c'est un honneur pour nous de te recevoir, Nina. Écoute, donc là, c'est toi la porte-parole de l'événement Micro ouvert autochtone, qui est quand même la 3e édition de cet événement-là qui se déroule à la Place des Arts. Nina, ma première question, ça a dû être difficile de faire une sélection parmi toutes les invités que tu as, parce que c'est un événement qui est vraiment pour toute la famille. Il y a des activités pour les plus jeunes, on parle de livres, il y a des performances. Qu'est-ce qui a guidé ta sélection de collaborateurs et d'artistes pour cet événement-là? Honnêtement, mon intention initiale, il y avait deux volets que je voulais vraiment être certaine de couvrir. C'est vraiment le premier, c'est vraiment de bien représenter toutes les nations au Québec. C'est vraiment de donner la visibilité de chaque communauté, au moins une artisanat ou un artiste ou musicien, ou au moins un de chaque nation, personne de chaque nation soit représentée, parce que c'est vraiment de donner comme un snapshot de notre communauté partout sur le territoire du Québec et d'inclure tout le monde. Et le deuxième, c'était vraiment de donner le spotlight sur des artistes qui n'ont pas beaucoup de chance de l'avoir, et aussi d'avoir l'intention, c'était vraiment d'avoir une discussion. Alors, c'est pas qu'on est là juste pour chanter, mais je voulais donner au public la chance de rencontrer les membres de la communauté. Alors, il y a différents aspects durant ce week-end qu'on peut en parler, et puis c'est vraiment de donner le public une chance de nous connaître. Donc, ça se déroule ce samedi. Là, les gens nous écoutent à partir de midi. Midi, c'est la cérémonie d'ouverture avec Cédalia Fazio. Puis ensuite de ça, dans le fond, il y a des présentations de films. Vous avez un entretien aussi avec Mélissa Molène-Dupuis. Il y a une prestation de Twin Flames et de Katia Rock. Puis ça continue le lendemain aussi. Puis il y a des activités du bricolage pour les enfants, c'est ça? C'est ça. Je voulais vraiment, pour nous, comme vous savez, les enfants sont notre futur. Hein? Et puis, je voulais vraiment donner un espace pour les enfants de la public, de venir créer des pièces d'art inspirées par le week-end. Alors, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont travailler avec Marie-Céline Charon. Oui. Qui est une danseuse de cerceau incroyable, et elle travaille bien avec les enfants, et puis elle va leur guider à faire des bricolages sur le thème des peuples autochtones du Québec. Alors, ils ont la chance de le mettre dans le mur pour que tout le monde le voit, ou ils peuvent le porter chez eux. Mais c'est vraiment une chance. Mais aussi, il y aura une coin de livres. Puis ça va être tous les livres par les auteurs ou sur le sujet des peuples autochtones. Et oui. Est-ce qu'on va avoir des auteurs qui vont être là pour accueillir les gens dans ce coin de livres? Exactement. Il y aura Joséphine Bacon et aussi Mélissa Molène-Dupuis. Et aussi, une autre façon de rencontrer les membres de la communauté, c'est les livres vivants. Pour moi, c'est une nouvelle idée cette année, que les personnes puissent s'asseoir avec quelqu'un de la communauté, qui sont des personnes qui sont prêtes à partager leur trajet dans la communauté. Alors, c'est 10 personnes maximum dans un coin plus intime, puis c'est comme... c'est une rencontre intime. C'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est au lieu de louer un bouquin, c'est vraiment, vous vous asseyez, puis ils vont vous raconter leur histoire. Et vous aurez la chance de demander des questions. Puis c'est vraiment une belle façon de se connaître. Est-ce qu'il y a quelque chose pour les gourmands comme moi? Un rassemblement autochtone sans nourriture. Alors, oui. Moi, je suis gourmande aussi, alors j'étais très certaine d'inclure Poineige Perse, qui est d'aînée. Ah oui. Et elle est traiteur autochtone, puis elle fait des choses à manger incroyables, et puis elle fait du catering. Je sais pas c'est quoi en français. Du service de traiteur. Oui, service de traiteur. Et elle va être là tout le week-end, et elle aura de soupe de courge ou des choses avec la viande ou la viande séchée. Il y aura, vous aurez la chance de goûter puis vraiment fait avec des mets traditionnels, des légumes traditionnels, la viande traditionnelle. Et aussi, il y aura aussi le café Moccasin Joe. Ah oui, le torréfacteur.
Oui. Oui. Et puis, vous aurez la chance de manger une soupe, lire un bon livre, faire des dessins, mais aussi, il y aura des shows, Twin Flames et Katia Rock. Et aussi, il y aura un coin de films. OK. C'est quel film qui va être présenté? Ça va être... c'est des films qui ont été choisis de Wapikoni et aussi des présents autochtones. Oh, génial. Alors, on a beaucoup de choix. Puis, vous avez la chance de s'asseoir pour 1 minute, pour 2 minutes. Puis, ça va être roulé toute la journée, les films ensemble, une à la fois. Et puis, c'est un moment, des films qui décrit beaucoup la vie dans la communauté. Mais c'est vraiment génial. Puis, donc, quelqu'un pourrait passer juste une petite demi-heure ou pourrait passer carrément la journée ou la fin de semaine avec vous, finalement. Exactement. Le temps que vous pouvez voir beaucoup de choses. C'est ça, vous pouvez passer 5 minutes avec les films, 5 minutes avec les livres. Et puis, c'est gratuit. Et tout le monde est le bienvenu. Vraiment, tout le monde, c'est une façon de nous rencontrer, et vous allez aussi faire une bonne journée, un bon week-end de faire le magasinage parce qu'il y aura beaucoup d'artisanat. Il y aura au moins 10 tables. Il y a des kiosques. Oui, les kiosques. Commencer le magasinage des fêtes, là. Oui, c'est ça, juste à temps. Uh-huh. Et il y aura les parlages, il y aura... en plus, je voulais vraiment que les différentes nations soient bien représentées. Il y aura beaucoup de nations différentes qui vont être dans les kiosques. Est-ce que ça va être juste des nations du Québec ou on va avoir, comme dans les powwows, des gens qui viennent du Pérou? Non, c'est vraiment juste du Québec. Je voulais vraiment cibler toutes les nations parce que je voulais que le public nous connaisse plus. Et les artisanats, c'est comme ça, ils vont nous connaître un peu. C'est aussi de donner une bonne idée qu'on est aussi des peuples contemporains. C'est les choses qu'on fait, la musique qu'on chante, les pièces d'art qu'on fait, c'est vraiment quelque chose où on est aussi contemporain et ouvert à discuter. Oui, nos cultures, c'est qu'est-ce que ma mère me dit tout le temps, qui est artiste, nos cultures évoluent, changent, on peut voir que c'est quelque chose, une œuvre est autochtone, mais qu'elle est bien d'aujourd'hui. C'est ça. Puis pour moi, c'est vraiment d'avoir la balance, d'avoir la connaissance traditionnelle, mais aussi d'avoir les idées puis les intentions contemporaines. Et pour ça, ça va être tout le week-end qu'on va voir ça, on va écouter ça, on va goûter aussi. Tous les sens vont être appelés. Oui! Puis aussi, tu sais, je regarde dans la sélection, tu sais, on a des autrices, des auteurs très connus comme Mélissa Mollin-Dupuis puis Joséphine Bacon, des monuments de notre littérature, littéralement. Mais aussi, quand on parle de Katia Rock et Twin Flames qui sont un duo d'une femme non autochtone avec un Inuit, c'est vraiment un beau mélange de cultures aussi. C'est pas... Quelqu'un qui ne se connaît pas nécessairement en autochtonie ou en culture inuite ou culture autochtone, c'est une belle présentation, une belle introduction. Oui, Chelsea June est métisse de l'Ouest et Yayi vient de... Il est Mohawk et Inuit en même temps. Des deux parents. Alors, c'est un bel mélange. Et puis, ils chantent en français et en anglais. Et ils expliquent aussi qu'est-ce que les chansons, d'où ça vient. L'inspiration d'où ça vient. Et puis, c'est vraiment une façon vraiment de découvrir. Ils chantent aussi en Inuktitut, que j'adore aussi. C'est un bel mélange. Et c'est comme ça que nos communautés, on est toutes mélangées, on se connaît beaucoup, puis on accepte toutes les différentes nations ensemble. Alors, pour moi, de les écouter, c'est vraiment une belle représentation. Et Katia Rock, ses paroles sont très émouvantes et j'ai hâte de l'entendre. Oui, puis d'ailleurs, elle était en nomination au Gala de la Disque qui s'est déroulé en fait semaine passée. Et puis... Oui, on est très chanceuse de la voir. oui, elle est quand même assez en demande et connue, Katia. Et dis-moi, dans les courts-métrages aussi, il va y avoir la vidéo d'art Kiwu de l'artiste Atikamekw Kuruma Awashish.
C'est quand même l'espace culturel Georges-Émile Laplante, c'est vraiment au centre, là, qu'est-ce qu'on appelait un peu l'espace des pas perdus dans le temps, à la Place des Arts. Pourquoi est-ce que cet endroit-là est important? Pourquoi est-ce que c'est pertinent pour nous, les Autochtones, d'être à la Place des Arts, Nina? Pour moi personnellement, ça fait depuis l'âge de 3 ans que je joue le violoncelle. Et pour moi, le Place des Arts, c'est une place sacrée vraiment parce que c'est là où je suis allée beaucoup des shows, des concerts. Oui, parce que comme on le disait, comme on disait en introduction, tu fais partie aussi du collectif Octo Echo. Oui, puis on a fait des shows là-bas aussi. Mais le fait que c'est Place des Arts, il y a comme je veux vraiment briser le penser que c'est élite. Ah, d'accord. Donc, je veux vraiment démocratiser. qu'on soit à l'aise. Nous, les membres de la communauté autochtone, qu'on soit à l'aise de rentrer à Place des Arts, que ça nous appartient aussi. Qu'on a le droit, puis on est bienvenus. Puis j'ai travaillé, l'équipe avec qui je travaille à Place des Arts, avec Christine Joubert et son équipe, ils sont tellement ouverts à les idées, ils sont très accueillants. Et puis c'était vraiment un grand plaisir de vraiment travailler. Puis c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on soit là, dans cet espace-là, pour dire on est capable de prendre l'espace à Place des Arts, puis ça nous appartient aussi. Mais c'est vraiment important de prendre cette place-là qui est disponible pour nous. Et puis, donc, ton expérience avec l'équipe de la Place des Arts, c'est accueillant, c'est pas trop colonisant, ils sont ouverts à tes propositions? Oui, 100%. Et puis, ils sont très ouverts et puis ils comprennent beaucoup de quoi je parle. Alors, même s'il y a des fois, puis ils sont ouverts, moi je suis ouvert à les questions aussi. Alors, par exemple, il y aura une aînée, il y aura Cédélia qui va être là tout le week-end pour supporter les artisans, les musiciens, les membres de la communauté autochtone. Parce que pour nous, quand on partage, c'est pas juste une partage, mais on partage notre esprit, notre expérience dans la vie. Et puis ça se peut que ça déclenche des choses. Alors, Cédélia va être là pour les membres de la communauté autochtone. Et puis, pour moi, c'est vraiment une façon de dire... Puis l'équipe, c'est nouveau pour eux d'avoir un aîné sur place. Okay. Alors, c'était vraiment de parler des protocoles, d'avoir du tabac pour l'offrir, puis tout ça, tous les protocoles avec l'aîné ou même juste pour lui parler, des choses comme ça, c'est vraiment... Ils ont bien appris ça veut dire quoi pour nous, les aînés. Donc, d'avoir une approche culturellement appropriée. Oui, c'est ça. Dans cette approche culturellement appropriée, on parle souvent d'embaucher du personnel autochtone. Est-ce qu'on est rendu à cette étape-là à la Place des Arts? Oh, certainement. Certainement. Je ne sais pas s'il y a des membres de la communauté qui travaillent au Place des Arts, mais j'en suis sûre qu'ils sont très ouverts à ça. OK. Puis, dans le fond, cet événement-là, c'est vraiment, comme on mentionnait plus tôt, c'est une belle ouverture à la culture autochtone et inuit. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Quelqu'un qui n'est pas autochtone du tout, ça serait la bonne place pour aller à la rencontre des peuples autochtones, là. Oui, exactement. C'est la meilleure place parce que vous allez regarder, vous allez écouter, vous allez goûter, vous allez différents aspects de notre communauté. Et tous les personnes non autochtones sont très, très bien venues. Et c'est pour ça l'intention pour moi, c'est vraiment d'aider les communautés à se rapprocher. Les communautés autochtones et non autochtones pour se mieux connaître. Dans une place, un espace tranquille, doux et accueillant. Dis-moi, Nina, nous, on se connaît quand même depuis 1999. On a eu la chance de travailler ensemble au Centre d'amitié autochtone. Pourquoi est-ce que c'est important de faire des événements comme ça? C'est quand même assez... C'est la 3e édition de Micro ouvert autochtone. Pourquoi ça n'avait pas lieu en 2020? Puis là, en 2023, c'est pertinent. Je pense qu'en ce moment, il y a une grande ouverture au Canada concernant la réalité de qu'est-ce qu'on a vécu dans l'histoire, la vraie histoire du Canada.
Et il y avait, avec tout le trauma, avec toutes les choses, les challenges qu'on a dans la communauté urbaine, dans les communautés sur la réserve, dans la communauté inuit, la vérité commence à sortir. Et il y a une ouverture à nous écouter, à nous comprendre et nous connaître. Il n'y a rien qui va changer si on ne se connaît pas. Puis c'est très important pour que comme les événements, c'est à travers, pour moi, dans ma tête, je dis, c'est à travers les arts qu'on va se comprendre mieux. Parce que c'est pas un dialogue, c'est pas nécessairement des mots qui sont fâchés mais les personnes peuvent recevoir nos expériences à travers l'art. C'est une célébration. C'est ça. Et ils vont savoir, puis ils vont voir notre résilience aussi. Oui. Parce qu'ensemble, on rigole aussi. Hein? On rigole beaucoup, puis on s'active beaucoup. Et puis, dans une façon plus intime, puis plus informelle, ils vont nous voir, puis ils vont savoir que on n'est pas... J'aimerais qu'ils partent avec les préjugés brisés. Ah, OK. Donc, mis de côté. Oui, d'avoir une image peut-être plus positive que les stéréotypes qui sont véhiculés. Puis les événements comme ça, avec l'art, puis la musique, puis c'est un joie de vie, il y a une énergie plus positive, puis on peut pas... how do you say it? On peut pas... we can't not be touched by it. Ouais. On peut pas partir sans être touché par la musique, puis l'art, puis les films. Et puis pour moi, les événements comme ça sont très importants. J'aimerais voir encore plus partout à Montréal, à Québec, à Val-d'Or, partout au Québec, au Canada. Il y a une ouverture maintenant. Puis maintenant, c'est notre temps de dire notre vérité. C'est le temps de dire qu'est-ce qu'on a besoin. C'est le temps de vraiment diriger les dialogues. De saisir l'opportunité. Dis-moi, Nina, tu es une chanteuse de gorge quand même assez connue. Ça fait plus de 25 ans que tu chantes. Est-ce qu'on va avoir la chance de t'entendre en fin de semaine? Je suis pas sur l'horaire. mais ça se peut que informellement, ça se peut que je vais chanter s'il y a une chanteuse de gorge qui veut chanter avec moi. Sinon, je vais apporter mon tambour à la main. S'il y a un moment, il y a un espace, tu sais, pour une chanson ou deux. Mais pour moi, c'est vraiment c'est l'honneur de donner l'espace aux autres artistes et musiciens. De vraiment partager leur... C'est généreux de ta part, puis c'est sûr que je vais probablement passer aujourd'hui ou demain, puis je vais probablement insister pour que tu chantes une chanson, certain. T'as tellement une belle voix, Nina. D'ailleurs, on va se laisser sur un extrait de Simonic que tu as chanté avec Octo Echo. Je trouve que c'est un beau mélange de cultures. Est-ce que tu as des projets avec Octo Echo qui vont s'en venir bientôt ou pas pour l'instant? On a des shows de Transestral qui s'en viennent au fin de novembre. OK. Et, attends, si vous allez sur le Facebook de Octo Echo, vous allez voir, ou même le site web de Octo Echo, il y aura les dates précises. Parfait. Donc, écoute, Nina, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Léonie. On se voit... on se voit aujourd'hui et demain à la Place des Arts. Et pour se regarder au fait de Octo Echo, c'est OKTOECHO. Alors, on se laisse sur un extrait de Simonic. McCormick, merci beaucoup. Merci, Nina.
Alors, ça vient de sortir cette semaine. Le CAVAC annonce un guide d'accompagnement socio-judiciaire pour les Autochtones. Le CAVAC, qui est le réseau des centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Donc, mercredi cette semaine, un guide d'accompagnement a été lancé par la directrice générale du CAVAC d'Outaouais, Kathleen Dufour. Donc, c'est le fruit de 18 mois de développement. Un guide comme ça, c'est une belle et bonne chose, mais il serait intéressant qu'on puisse avoir des ressources spécialisées, entre autres dans le soutien aux prévenus autochtones, aux victimes autochtones. Ça, c'est pour les victimes autochtones. Victimes, mais aussi les prévenus. Puis, il va falloir penser peut-être à accélérer la décolonisation de la justice, mais ça, c'est un sujet dont on pourrait parler toute une émission. Ah oui, la justice réparatrice, et etc. Ouais. C'est un gros dossier, on s'entend. Hey, Buffy Sainte-Marie fait encore parler d'elle. Elle fait parler d'elle depuis le reportage de Fifth Estate qu'on a regardé toutes les deux, que moi j'ai été complètement subjugué quand j'ai vu. Ébranlé, le reportage. Je sais que Buffy Sainte-Marie avait une importance symbolique plus importante peut-être pour toi que pour moi. Depuis 60 ans. Depuis 60 ans. Aujourd'hui, elle fait encore parler d'elle. Elle est nominée au Emmy, je pense. Oui, exactement. Elle est nominée pour un Emmy. Dans le fond, c'est un reportage, ça s'appelle Buffy Sainte-Marie, Carry It On. Donc, c'est produit par Eagle Vision, White Pine Pictures et Paquin, l'agence d'artistes Paquin. Donc, ça soulève tout un tollé que les gagnants vont être annoncés le 20 novembre, mais il y a clairement beaucoup de réactions sur la toile. Quand on parle de Buffy, entre autres, un article d'Isabelle Haché qui est paru dans la presse qui mentionne en fait la chanteuse inuit Kelly Fraser qui avait perdu, en fait. Oui, en 2018. Puis il y a eu une autre situation comme ça, je pense, en 2012, où c'était des prix Juno réservé aux Autochtones. Exact. Donc, on parle vraiment d'espace réservé aux Autochtones et d'où Buffy Sainte-Marie, la multimillionnaire, disons-le, a pris ces opportunités-là parce que quand on parle de prix, souvent, ça vient avec une bourse, là. Ouais. C'est pas juste un trophée, c'est la reconnaissance, etc. Puis c'est pouvoir vendre plus de disques. Oui. Puis peut-être signer d'autres contrats éventuellement, une visibilité, puis être invité à des spectacles. C'est indéniable. Donc, il y en a sur la toile qui ont mentionné que si Kelly Fraser, cette année-là, avait gagné le prix, malheureusement, avertissement, tout le monde, Kelly s'est quand même suicidée l'année suivante de la victoire de Buffy Sainte-Marie. Puis Kelly avait mentionné sur les réseaux sociaux qu'elle était honorée que Buffy lui avait dit qu'elle avait bien aimé son album et qu'elle l'avait écouté. Donc, plusieurs se mettent en réflexion, si Kelly avait gagné ce prix-là et cette bourse-là... Peut-être que sa vie aurait été différente. Oui, probablement que ça aurait affecté son parcours d'une façon plus positive, certainement. Quelque chose de très important aussi, un jugement très important qui vient d'être rendu sur l'importation de tabac. La Cour donne raison aux Mohawks en invoquant des droits ancestraux. En invoquant des droits ancestraux, mais c'est surtout en mettant Vanderpeet aux poubelles. J'ai lu le résumé de la décision et Vanderpeet, c'est le test qui vient nous dire que les droits ancestraux doivent être évalués et cristallisés au moment de la rencontre avec les Européens. Donc, il y a plusieurs centaines d'années ou il y a plusieurs décennies, ou en tout cas, tout ça pour dire que on venait quelque part archaïser nos cultures, on venait pas reconnaître qu'elles avaient évolué, qu'elles pouvaient justement à trouver d'autres façons pour, entre autres, subvenir à leurs besoins. Donc, dans cette décision-là, on vient se tasser de Vanderpeet, le test de Vanderpeet, qui est un test, un jugement de la Cour suprême, pour incorporer donc la notion de la réconciliation maintenant quand on doit évaluer si un droit ancestral doit être appliqué. On vient aussi mettre la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones dans l'évaluation, dans le nouveau test. Puis c'est comme si on venait complètement de changer les paramètres d'évaluation des droits ancestraux et de faire en sorte aussi qu'on reconnaît la chaîne de Covenant
chez les Mohawks qui étaient des traités oraux. Donc, le gouvernement du Canada disait dans sa défense, le Canada ne respectait pas, n'avait pas vraiment intention de respecter qu'est-ce qu'il allait dire. Et la juge est venue dire, ça va à l'encontre de l'honneur de la couronne. Donc, si ce jugement-là est tenu en cour d'appel et en cour suprême, on vient carrément de redéfinir toute la question des droits ancestraux chez les peuples autochtones. C'est majeur. On va voir, il y a encore plusieurs années de bataille judiciaire. C'est sûr que les gouvernements coloniaux vont aller en appel avec ça, mais c'est une prémisse très, très, très intéressante. Bien, c'est clair que ça fait une grosse différence parce que la tradition orale est bien sûr très importante dans la collection de notre savoir. Oui, puis le fait de cristalliser nos cultures, nos façons de faire, au moment du contact avec les Européens, c'est quand même très infantilisant. Ouais, donc, dernière nouvelle triste, Lucy Adam, cette Inuk qui est disparue 15 ans. Et on parle d'elle, mais c'est que ça arrive souvent. Hein? Malheureusement, il y en a beaucoup trop. Elle a été vue pour la dernière fois le 27 octobre à Verdun. On va partager son image sur les réseaux sociaux. Une Inuk de 15 ans, 5 pieds 5, 120 livres. Elle a des piercings et des tatous visibles. Elle aurait été vue dans le coin de Verdun et Ville-et-Mort. Malheureusement, il y en a beaucoup trop. On peut communiquer avec le projet Ishko du foyer pour femmes autochtones de Montréal, si jamais on la voit. Et aussi, faut prendre soin de soi. Il y a le colloque Dialogue pour la vie, qui est une conférence pour la prévention du suicide qui a lieu cette semaine du 13 au 18. Et mercredi, le 15 novembre, il y a aussi bien sûr le Power qui est ouvert à tous et qui est gratuit. Sophie-Claude Miller, Alexis Wawanaloat, Mathieu Tessier en régie, Claire Guérin de la recherche. À la semaine prochaine. Bye bye.